J'ai vu la première image de la série The Last of Us et qu'est-ce qui se passe, hein? Si Pedro Pascal ne joue pas quelqu'un qui s'occupe d'un autre personnage, il lui pousse des hémorroïdes sur la langue ou quoi? Non mais c'est vrai, regardez, hein, il faut toujours qu'il ait un enfant sous son aile. Qu'est-ce qu'il va faire dans son prochain film? Le rôle principal dans le biopic du cardinal Barbarin? Cette semaine, je suis super chaud puisque c'est enfin la reprise des festivals pour moi. Je serai ce week-end à Bourges, au Bulberry, un festival gratuit où il y aura Sylvain Repos, qui est le créateur de Yojimbot, Thierry Martin, qui a entre autres collaboré récemment à l'anthologie Batman The World. J'animerai un quiz, une conférence dessinée sur Wonder Woman. Je parle et Thierry Martin donnera vie à l'Amazon pendant la conférence. Et puis enfin, une battle de dessin co-animée avec Jean-Luc Sala, qui me tarde de revoir aussi. Donc attention, berrichon, berrichonne, ce week-end la température va augmenter chez vous puisque je suis bouillant. En attendant ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 316e JT Comics. Cette cosplayeuse a eu immensément de la chance quand elle a fait son hélico-marteau pile au bon moment dans sa vidéo, mais la légende dit que le vrai courage c'est de faire ça avec un marteau en fer, et là on est digne d'un Darwin Award, mais au moins on invente un nouveau cosplay, le Para-Torner, et nous sans plus attendre faisons pleuvoir les news de la semaine. En chien, c'est la news insolite de la semaine et elle concerne Watchmen, ce monument qui a révolutionné la bande dessinée américaine par Alan Moore, Dave Gibbons, adapté au grand écran par Zack Snyder et, puisque la mode est au doute méthodique, et si Watchmen était adapté au cinéma en film d'animation avec des animaux, c'est ce que lance sur Twitter Brian Lynch, à qui on doit un film sur les mignons et les 2 films comme des bêtes. Et dans ce film que j'appellerai personnellement Les Gardiens de compagnie, il dit qu'il déguiserait un cacatoès en hibou, qu'il y aurait un chat bleu qui vivrait seul sur Mars et qu'il y aurait un dalmatien dont les taches bougeraient tout le temps. Ah, le bâtard, là il a presque failli m'avoir avec cette petite idée-là, mais non, le seul truc pour lequel il a sûrement du flair, c'est son amour pour le rail, et je parle pas des cheminots ni même de la musique orientale, mais en attendant, c'est drôle évidemment puisqu'il tweet aussi, et si c'était l'idée qui faisait dire à Alan Moore, oui, Watchmen doit continuer, vas-y, amuse-toi. Alors qu'on sait que justement l'auteur est plutôt à l'opposé de ce genre d'état d'esprit. Il prépare d'ailleurs des romans en prose, et Brian Lynch le sait aussi puisqu'il a écrit plein de comics. Il a écrit des comics dans l'univers de Buffy, sur Spike, et il a aussi écrit des micro-séries pour les Tortues Ninja. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous trouvez que l'idée a du chien ou si ça vous fout le cafard. Panic at the Ditko. Ça a fait beaucoup parler cette semaine, mais les héritiers de Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man et du Doctor Strange chez Marvel entre autres, vont tenter de récupérer leurs droits d'auteur sur ces 2 propriétés-là. Alors dans les news, ça s'est transformé en Marvel perd Spider-Man et Doctor Strange, Benedict Cumberbatch et Tom Holland sont en train de mourir, ils sont à l'agonie, attention, on a même entendu sur CNews le maître de la haine dire que c'était la faute de l'islam, des Noirs, des Arabes et des banlieues de France qui allaient priver les petits franco-français de leur Spider-Man et de la sécurité sociale magique. Bref, ça a pris des proportions ultra sales alors qu'en vrai, il n'y a pas tellement à s'inquiéter. Alors c'est un vrai casse-tête juridique, mais je vais évidemment simplifier puisque même l'avocat qui a bossé sur les sujets dont je vais vous parler, c'est un des meilleurs dans le domaine du copyright. Il a commencé, il avait la coupe de Médusa, il a fini avec la tête de Charles Xavier. Le droit d'auteur vient protéger le créateur d'une œuvre d'esprit, mais ça ne s'applique pas si ça rentre dans le cadre d'un travail de commande où un employé aurait été missionné en gros pour créer un personnage. Et pour vous résumer simplement tout ça, l'un des meilleurs avocats au monde en termes de propriété intellectuelle, Mark Toberoff, a réussi à faire gagner les héritiers de Jerry Siegel, qui est le co-créateur de Superman, puisqu'il a prouvé que les 2 co-créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, étaient allés chez l'ancêtre de DC Comics avec déjà l'idée et leur personnage tout fait, c'est pas un travail de commande, mais il avait perdu avec les héritiers de Jack Kirby qui essayaient de resécuriser pas mal de propriétés que le King a créées pour Marvel, puisque Mickey Ratus a pu établir qu'il s'agissait d'un travail de commande. Donc là il s'agit de sécuriser les 2 premières apparitions dans les comics de Spider-Man et de Doctor Strange, mais attention, il ne faut pas confondre le droit d'auteur et la marque déposée, puisque cette dernière permet l'exploitation, notamment cinématographique, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Concrètement, la victoire des héritiers de Jerry Siegel n'a pas empêché ni les Man of Steel, ni la Snyder Cut, ni ce Superman avec ses jolies lèvres pulpeuses dans la Justice League de Whedon, non. Et ils se sont arrangés avec DC Warner, c'est pour ça que vous voyez la mention par arrangement spécial avec la famille de Jerry Siegel. Faites attention, si c'est Gérald Darmanin qui vous parle d'un arrangement spécial, méfiez-vous. C'est pas le même délire, attention, et pour Spider-Man et Doctor Strange, ça pourrait venir
empêcher à Marvel l'utilisation de tout ce qui apparaît dans les 2 premiers comics fondateurs, à savoir le nom, l'apparence, les costumes. Pour l'oncle Ben, c'est pas vraiment grave, puisque ça fait très longtemps qu'on l'a plus revu, mais ça reste quand même ce scénario l'un des plus catastrophiques, et il faut savoir que ce genre de procédure, ça peut prendre longtemps, genre une décennie. Mais si ce genre de bataille vous plaît, accrochez-vous, puisque ça c'est vraiment la petite bagarre sur le tarmac de Captain America Civil War, comparé à ce qui nous attend en 2030, quand Batman et Superman vont tomber dans le domaine public, et que là on va voir les avocats de DC Warner faire des espèces de pirouettes à la Flying Grayson pour sécuriser leur poule aux œufs d'or. Le rêve. Pendant que Venom se la joue David Guetta en boîte, eh bien Sony nous pose plusieurs appâts. Le premier, on le connaît, il est classique. On nous promet que l'univers de Sony va fusionner avec le MCU à un moment donné, probablement quand ils vont mettre en place les Sinister Six. Ça, c'est un petit peu comme l'infidèle qui promet de quitter son conjoint pour son plan cul. On l'a entendu très longtemps et on connaît un petit peu la sérénade. Et l'autre c'est probablement quand Andy Serkis nous parle de la relation d'amour et le coming out de Venom qui va avoir lieu dans le prochain film. Les fans de hentai sont en sueur totale. Ça pue ce qu'on appelle le queerbaiting, puisque Andy Serkis nous promet une scène qui sera un véritable festival LGBTQIA. Alors méfie-toi Andy, puisque la communauté LGBTQ+, n'aime pas être draguée à blanc, être prise pour une conne. Dis-nous plutôt ce que tu as vu entre Sam et Frodon dans le Mordor, voilà. Entre-temps, c'est l'adaptation très attendue de la série Vertigo, Sandman, qui a montré le bout de son nez avec le tout premier trailer. Et alors là, moi, j'ai eu une triple demi-molle, puisqu'ils ont fait une quasi Frank Miller, en sachant qu'ils ont adapté quasiment case par case. On les retrouve, les cases, le matériau source, à savoir le comics de Sam Keefe, Mike Dringenberg, j'entends son nom, j'ai envie de boire une bière à chaque fois, et évidemment Neil Gaiman. C'est le tout premier chapitre, celui de l'invocation. Ils ont été quand même un petit peu moins mystérieux, un petit peu plus frontaux sur la famille, sur l'entourage de Rêve que dans les comics, mais on verra. Ça sent quand même très bon, et je vous laisse me dire dans les commentaires si ça va vous pousser à garder Netflix malgré la hausse des prix, ou bien si vous allez être à moitié comme Johnny Depp pour la cancel culture de votre abonnement Netflix, et que vous allez repartir sur les 7 mers et leur flux de torrents à bord du Black Pearl. All the 50 chouchou. Et nous fêtons les 10 ans d'un événement éditorial chez DC, le New 52, qui avait pour but de simplifier l'histoire et la continuité de l'éditeur avec une renumérotation à zéro, des nouvelles origines pour la plupart des personnages, des nouveaux costumes aussi, et puis aussi des nouvelles histoires, faut penser au turfu. Sauf que vous le savez, le passé finit toujours par ressurgir, on n'arrive pas à l'effacer, encore moins dans le cœur des fans. Il n'y a que Xavier Dupont de Ligonnès qui réussit pas trop mal son reboot, on verra où ça le mène. Ça correspond au moment où Urban a décroché les droits d'exploitation du catalogue DC en France. Ça intervient juste après une crise de chez DC, le Flashpoint. Flash, il ferait mieux d'arrêter la course à pied pour se mettre au tricot, je sais pas. Et puis ça nous a donné le Batman de Snyder et Capullo, le Green Lantern de Geoff Johns, le Superman de Grant Morrison, enfin bref, un renouveau que Urban avait justement appelé Renaissance. Donc il y a une très longue interview sur le site Polygon, très intéressante, qui montre les coulisses de l'édition et qui interviewe pas mal de personnages importants de l'époque, notamment Dan Didio, qui était le co-rédacteur en chef quand même, et qui explique que c'est l'arrivée d'une nouvelle présidente pour DC, Diane Nelson, qui les a poussés à se réinventer, d'autant que les ventes étaient un petit peu bof, et que Marvel cartonnait avec ses initiatives comme Miles Morales, les Ultimates, qu'ils ont essayé de copier avec la ligne All-Star, ou les Earth One, qui revisitent un petit peu, qui réactualisent l'univers DC Comics. Moi j'aime bien découvrir un petit peu les coulisses, on apprend de la bouche de Scott Snyder que dans une convention, Dan Didio l'a pris un petit peu à part, il était tout stressé de lui parler, Snyder pensait qu'il allait se faire virer, en fait il lui a expliqué quasiment en avant-première, ça a été un des premiers à le savoir, qu'il allait avoir cette initiative, et qu'il était choisi pour écrire le Batman numéro 1, le tout premier Batman numéro 1 depuis 70 ans. Snyder a fait une crise d'angoisse, il a pensé carrément qu'il allait faire une crise cardiaque, lui il pensait juste qu'il allait continuer ce qu'il faisait sur Detective Comics dans le magazine Batman. Et puis comme c'est une usine à gaz, évidemment les premières tensions éditoriales sont apparues. Snyder explique qu'il faisait tranquillement ses courses et qu'il a reçu un coup de téléphone alors que son dernier Batman, le dernier chapitre de la cour des hiboux, était quasiment envoyé à l'imprimerie. On lui a dit il faudrait peut-être changer, on voudrait que Batman élucide le mystère Lincoln March, est-ce que c'est son frère, est-ce que c'est pas son frère? Et là il a gueulé, il a dit non, si jamais vous me forcez à changer, moi vous pouvez déchirer mon contrat. Il a bien compris Batman, et il a fait changer la crise d'angoisse de Kang. Il dit aussi qu'il a fallu vraiment se battre pour imposer l'idée du labyrinthe, quand Batman devient un petit peu fou, et que Capullo avait eu l'idée de faire pivoter les pages au lecteur pour qu'il soit perdu avec lui. DC avait très peur que ses lecteurs soient vraiment des cons et qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est un procédé d'immersion
assez génial qui a failli ne pas voir le jour, et puis ils disent qu'il a commencé à apparaître des problèmes de continuité, d'étanchéité entre les groupes, les Superman, les Batman et tout le reste. La raison elle est simple, c'est qu'il n'y avait aucune règle claire à ce sujet, à tel point que Snyder, qui a quand même révolutionné le personnage de Batman, dit j'aurais préféré qu'il y ait un plan. Et encore, c'est une toute petite partie des embrouilles éditoriales qu'il y a eu sur le New 52, puisque les auteurs ont fini par parler, et que là, Polygon, ils n'ont pas interrogé tout le monde. C'est ça qui a poussé Dan Didio, à côté de Diane Nelson, à s'excuser en 2013 devant un parterre de créateurs, un sommet créatif. Il s'est tout bonnement excusé à eux. Il me faudrait 18 JT Comics pour vous citer toutes les embrouilles éditoriales, ou une émission spéciale carrément, mais pour ne citer que lui, l'excellent G.H. Williams III, qui a quitté le titre Batwoman parce qu'il y avait trop d'interférences éditoriales de la part de DC. Ils avaient très peur sur les titres un petit peu gay-friendly, comme ils disent, et ils voulaient absolument pas, ils interdissaient que Batwoman se marie avec Maggie Sawyer. One Love, mais pas trop, quoi. Bon, là, je parle, je fais le beau, mais ça doit être très dur de sortir et de coordonner plus de 50 titres par mois, donc faut quand même leur donner un petit peu de crédit. Ça a très bien marché, au moins les 3 premières années. Je vous recommande l'article si vous êtes fan de potins, et sinon, je vous laisse me dire dans les commentaires quelle était votre série du New 52 préférée. En vrac. Et dans le reste de l'actu comics, parlant justement des X-Men, et on revient à l'édition puisque c'est Jonathan Hickman, vous le savez, qui pour l'instant chapeaute tous les créateurs sur les titres de la tome. Il va tirer sa révérence avec le crossover Inferno et il explique qu'il a dû abandonner pas mal d'idées, notamment certaines idées sur Malicia qu'il aurait bien aimé incorporer, mais puisque ça aurait mis en galère ses équipes, il a préféré ne pas le faire. Et en attendant, on va avoir droit à une nouvelle série X-Men Green qui sera exclusivement réservée à l'application de lecture numérique Marvel Unlimited, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques JT. On va suivre les aventures de Wolverine qui va devoir retrouver Nature Girl, une mutante qui a vu un sac plastique dans la gueule d'une tortue en train de l'étouffer et qui s'est tout naturellement dit qu'elle allait aller planter un ciseau dans la gorge de du gérant de l'épicerie où ce sac avait été distribué, comme si elle avait marqué découpé suivant les pointillés sur sa jugulaire. Marvel Unlimited, ils sont à fond en ce moment, ils ont encore sorti une nouvelle série Venom vs Carnage que j'ai pas eu le temps de lire et ils ont renouvelé leur offre de goodies physiques avec un abonnement, le club Marvel, on va dire, et vous avez une figurine Marvel Legends de Kitty Pryde, vous avez 2 comics exclusifs en variante cover, un patch, un pins, que des trucs dont on n'a pas besoin, mais ça depuis quand on s'en soucie, nous autres geeks. Bon et sinon vous savez ce que c'est le courage, tout le monde va dire oui c'est faire des squats quand on a la gastro, mais non, c'est de sortir un espèce de guide du multiverse simplifié de DC Comics et de demander à Grant Morrison d'en signer la préface. C'est un petit peu comme si le piano pour les nuls était préfacé par un homme orchestre. C'est quand même un individu que certains remercient d'avoir complexifié tout ce multiverse-là, on pense à Multiversity, d'autres non, en attendant, comme dirait Nick Fury, il me tarde d'y jeter un œil. Et puis belle trouvaille, puisqu'on risque d'avoir dans les prochaines années un inédit de Jack Kirby, le roman en prose de l'auteur, la Horde, dont le tapuscrit, le seul qui existe au monde, a été racheté par Chuck Rosansky dans un lot d'objets de collection ultra rares, une collection privée dont certains objets avaient été donnés par la veuve de Jack Kirby à l'ancien propriétaire, et donc Chuck a tout racheté. Il va peut-être en profiter pour faire éditer le roman. C'est une fiction dystopique dans laquelle la crise est amenée par la surpopulation mondiale, et certains diront que c'est le genre de truc qui se règle en un claquement de doigts. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je me suis régalé avec cette BD documentaire, un Big Black Stand at Attica, par Frank Smith, Jared Reinmuth et Améziane, qui est un dessinateur français parisien. Ça raconte la vraie révolte au début des années 70 de la prison d'Attica, qui a été assez historique dans l'histoire carcérale des États-Unis, puisque c'était une prison où, en plus de votre peine, que vous deviez purger suivant le système légal, eh bien vous receviez un petit bonus, malnutrition, liberté de culte qui était complètement entravée, vous aviez un racisme systémique puisque certains gardes étaient membres du Ku Klux Klan et ils empêchaient aux prisonniers blancs de fraterniser avec les prisonniers noirs ou hispaniques. Et donc ça a pété, il y a eu quelques jours d'une révolution égalitaire où il y avait des gardes qui étaient pris en otage pour des négociations, qui étaient bien traités, les prisonniers mettaient un point d'honneur, mais les jours passent et bon, c'est sous pression, c'est une vraie poudrière cette affaire, d'autant que c'est une affaire qui est devenue éminemment politique. Je me suis régalé avec la traduction de Laurent Lager, ça m'a donné envie de relire des comics documentaires, notamment tous les reportages de Joe Sacco. Je vous le conseille vraiment, après j'ai rien eu le temps de lire d'autres puisque j'ai préparé mes animations de ce week-end à Bourges. Mais attention, surveillez bien les réseaux sociaux de Monsieur Bruno Bessadi, Instagram, Facebook, il va pas trop sur Twitter, mais si vous voulez aller le suivre là-bas aussi, puisqu'il se relance dans un Inktober en 2021 et que j'aurai l'honneur, il m'a invité de le faire avec lui. Il a trouvé une bonne idée, ça va être super héroïque.
Je vous en dis pas plus, hein, le premier, c'est ce vendredi. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, hein, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le regarder, à mettre des pouces bleus, à le partager sur Facebook, à le tweeter, le retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Hein, ça fait toujours plaisir. Hein, je vous laisse réagir dans les commentaires sur YouTube où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux. C'est là que vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Je vous fais des bisous. Rendez-vous ce week-end pour ceux qui seront à Bourges et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et allez, encore un complot, on a voulu jeter un œuf dur sur le président. Mais comment vous parlez de Egg-Fou? Il a juste voulu aller faire un petit câlin à Manu, il se fait traiter de dur. Méfiez-vous, il aurait pu être dans la Snyder Cut, hein.